Bienvenue au off du Sogeti Tech Show. Je suis toujours avec Bernard Barbier et Vincent Lorenz. On va reprendre, Bernard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des dernières études que tu as faites, tes dernières conclusions, tes dernières publications sur le domaine de la cybersécurité? Oui, oui, je peux en parler. Donc j'ai deux thèmes qui me passionnent. C'est un thème géopolitique. Donc j'ai écrit des articles publiés par Le Monde sur la cybercoercition. Donc avec, je dirais, Édouard Guillot, qui est l'ancien chef d'état-major des armées françaises, avec lequel j'ai travaillé quand j'étais en fonction, et Jean-Louis Gergorin, qui était la tête pensante d'Airbus. Et donc et puis un deuxième domaine, qui est un domaine plus pour l'entreprise, c'est sur finalement le changement d'organisation dans les entreprises et la création, je dirais, de ce que j'appelle la tour de contrôle du numérique dans l'entreprise, qui devrait regrouper toutes les fonctions sécurité, sûreté de l'entreprise, avec comme cœur tout ce qui est sûreté numérique, en fait, sécurité numérique. Donc sur ce problème-là, donc là, j'ai publié cette tribune qui fait beaucoup de monde, qui déplaît au DSI. Ce que disait Vincent, c'est qu'il y a un vrai sujet de la DSI. Ce que j'ai constaté, moi, dans mon expérience professionnelle, c'est que la DSI, je dirais, ce qu'on appelait le RSSI traditionnel, a été d'abord quelqu'un qui fait de la protection, protect. Et on voit bien que ce que j'appelle cette ligne Maginot du numérique, en fait, elle est contournée en permanence. Et donc, cette fonction de protection, elle est totalement insuffisante et elle est contournée. Donc, il faut créer plutôt ce que j'appelle l'aéroport des données, donc un espace finalement vivant où on va mettre en place deux fonctions essentielles. Une fonction de connaissance, donc Cyber Threat Intelligence, donc connaître la menace. Ça, c'est une fonction essentielle, comme disait Vincent. Et puis une deuxième fonction qui est détecter, réagir. Donc, il faut connaître ses ennemis et puis être capable de détecter et de réagir immédiatement. Et puis c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais la cybersécurité, c'est un champ qui est de plus en plus vaste. Dedans, on y met souvent la protection des données et la RGPD, et du coup, il faut que tout ça, ça s'imbrique tout Alors, ensemble. il y a une deuxième erreur qui a été faite, je dirais, sous la pression des avocats, c'est que tout ce qui est la fonction DPO, donc RGPD, a été mise dans la partie juridique, alors que ça, pour moi, c'est une erreur. Et parce que le problème essentiel de RGPD, c'est de protéger les données. Il faut respecter la loi, ok, mais c'est techniquement de protéger les données, donc c'est d'abord une fonction de protection des données, c'est une fonction technique. L'organisation actuelle est plus là pour protéger son risque juridique Voilà. sur la perte éventuelle de données que de protéger réellement les données. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place une protection du risque juridique. Est-ce que je respecte bien la loi? Ok, donc si je respecte la loi, mais le problème, c'est pas de respecter la loi, c'est qu'effectivement, les données ne fuient pas, quoi. Et donc, dans l'entreprise, je pense que c'est essentiel, finalement, de créer cette tour de contrôle du numérique 360 degrés, qui soit complètement indépendante de la DSI. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup vécu dans le nucléaire. Il faut séparer le contrôleur et le contrôlé. Les DSI ont des préoccupations. Je sais pas, par exemple, ils ont un problème SAP. Donc, ils vont dans finalement, dans l'arbitrage budgétaire, la cybersécurité va souvent être le parent pauvre. Ouais. Alors que ça, il faut que Ça doit être inclus dès le départ. il faut que cette tour de contrôle numérique ait son indépendance budgétaire et qu'elle puisse négocier directement avec le PDG d'entreprise le bon niveau de protection qu'il faut mettre en place. Donc pour moi, c'est essentiel et on voit apparaître ça en Israël, on voit apparaître ça aux États-Unis. Donc ces nouveaux monsieur qui sont des membres du COMEX, qui sont rattachés quasiment directement au PDG et qui couvrent toutes les fonctions de sûreté, sécurité de l'entreprise. Par exemple, la sécurité des locaux, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, c'est aussi une fonction numérique, parce que les locaux, il y a des contrôles d'accès qui sont du numérique. Bien sûr, les badges. Les badges. Ah oui, mais bon, les badges, s'ils sont mal sécurisés, c'est un problème numérique. Après, le problème des personnes, c'est-à-dire que derrière un écran, qui on a? On a affaire à qui? Dans les entreprises, il y a énormément de sous-traitance, donc il y a une chaîne client-fournisseur qui est gigantesque. Donc comment on sécurise cette chaîne? Sur les différents niveaux de sous-traitance et Voilà. d'intervention. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que dans l'habilitation d'accéder à des données, il y a une très très mauvaise gestion des habilitations. Donc, par exemple,
il y a une affaire, l'affaire Kerviel. Oui. Bah, c'est clair, comment il a réussi, lui, à avoir tous ses droits, c'est qu'à chaque fois qu'il changeait de fonction, on lui laissait ses droits précédents. Donc il s'est rendu compte que dans la fonction où il était, qui était extrêmement sensible, il avait encore des droits d'accès précédents qu'il n'aurait jamais dû avoir. Toute la chaîne de décision. Mais on voit bien que la gestion de ces habilitations est essentielle. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Donc pour ça, on a des outils d'IAM, je crois, ou Oui, ce genre mais, de oui, choses mais qui le problème, doivent- ce qui est important, c'est pas l'outil, c'est comment on l'être humain l'implémente, derrière. bien Voilà. sûr. Et on voit bien qu'il faut absolument que cette fonction globale de sécurité soit vraiment mise en place. La DSI, souvent, ne gère plus que 20 à 30% de l'IT, parce qu'il y a beaucoup de shadow IT. Donc la DSI, finalement, ne gère qu'une petite partie du numérique de l'entreprise. Oui, puis une autre partie est gérée par les providers cloud qu'on connaît Donc, bien. je sais que quand je parle de ça au DSI, ils ne sont pas contents, vous vous rendez compte, mais je pense que c'est une évolution. Hein. Donc il y a quelques très grandes entreprises qui le font, et je pense que clairement, c'est une évolution fondamentale. Ah ben écoute, Bernard, j'espère que les DSI et les DG qui t'écoutent tiendront, enfin prendront en D'ailleurs, compte ce que j'espère tu que leur dis. Capgemini va montrer l'exemple. Ah, là, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide là-dessus, mais on espère aussi. Vincent, peut-être, est-ce qu'on peut avoir un peu ta vision de à quoi ressemble une attaque aujourd'hui? Quels sont les différents schémas d'attaque qui vont permettre d'aller piocher dans ces données? C'est souvent ce qu'on essaye d'aller chercher. Alors, soit du ransomware pour bloquer et avoir une rançon, soit exploiter de la donnée qui ne nous appartient pas. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques schémas d'attaque peut-être assez fréquents qu'on rencontre? Je pense qu'il faut s'intéresser à 3 grands schémas d'attaque. On va commencer par ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le fameux rançongiciel, ransomware. Les schémas d'attaque sont relativement traditionnels. On a des attaquants qui cherchent un point d'entrée. Ce point d'entrée, c'est très souvent l'humain. On adresse un joli mail avec un joli fichier qui, une fois ouvert, déclenche les premières étapes de l'attaque. Et après, on a une diffusion du rançongiciel qui va paralyser l'infrastructure et les moyens informatiques de l'entreprise. Et là, il est très clair qu'on est sur des schémas d'accès direct au blocage de l'entreprise. Donc vraiment des schémas de blocage. On a d'autres schémas plus, j'allais dire, liés potentiellement à ce dont parlait Bernard précédemment, l'espionnage industriel. On répète, hein, il y a énormément de cas d'espionnage qui sont en ce moment, j'allais dire, sous le regard des différents régulateurs ou sur le regard des experts. Là, ici, on va avoir des gens qui vont très souvent utiliser les mêmes mécanismes d'entrée, souvent utiliser le facteur humain, mais qui, au lieu de bloquer et de paralyser l'outil informatique de l'entreprise, vont se cacher pendant un certain nombre de temps, vont apprendre les processus métiers de l'entreprise, et on voit très souvent ça sur les attaques étatiques, vont commencer à se positionner à des endroits stratégiques et vont soit à un instant T déclencher une attaque de masse liée à des flux financiers, par exemple, pour les capturer, soit voler des données à l'entreprise, donc faire une data extraction aussi d'un seul coup pour pouvoir capturer la connaissance de l'entreprise pour la revente. Donc ça, c'est un deuxième schéma. Le troisième schéma, je pense qu'il est important de parler, c'est celui qui s'adresse un peu à tout le monde et pas qu'aux organisations. C'est le schéma d'attaque aux particuliers. Toutes ces attaques de phishing qu'on voit souvent, qui sert à voler soit du cash immédiat à monsieur lambda, en l'attirant, en l'appâtant avec en ce moment des éléments sur le Covid, des vaccins gratuits, des tests gratuits, ou sur des éléments de gains financiers immédiats. On le voit et c'est en augmentation. Il ne faut pas penser que ça diminue malgré toutes les campagnes poussées par les États. Ça augmente et on a énormément de gens qui sont victimes de ces points-là. Donc c'est les 3 gros schémas qui sont liés aux objectifs des attaquants, soit financiers, soit espionnage, soit impact direct du cash de monsieur tout le monde. Voilà, et puis le chantage à la webcam aussi, qui doit tomber dans la dernière catégorie que tu nous expliquais. Exactement, et c'est des choses qu'on voit de moins en moins, le chantage à la webcam, parce qu'il y a eu pas mal de progrès techniques des fournisseurs. D'accord. Et du coup, si on veut parler un peu volumétrie, toi, les dernières observations que tu as pu faire sur le marché pendant le Covid, les volumétries, on sait, ont évolué avec plus d'attaques, mais est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur ou...
Oui, on a une idée très claire des ordres de grandeur. Il y a eu énormément de statistiques qui sont sorties récemment. Donc, entre les périodes Covid et non Covid, on a eu une augmentation des attaques par email proposant des produits ou autres éléments liés au Covid de plus de 200%. Donc, on a eu une surcharge des serveurs de mails qui recevaient de plus en plus de spam. Et les statistiques européennes sont à peu près de l'ordre de 200%. Aux États-Unis, c'était encore plus important. Concernant les attaques liées à des fraudes financières, on est sur des volumes un peu plus faibles, mais toujours en augmentation. Une augmentation pour les entreprises de l'ordre de 15 à 20% et pour les particuliers de l'ordre de 25 à 30%. Pour les cas et les schémas d'espionnage, là, les chiffres sont beaucoup moins connus. On sait qu'il y en a un peu plus que l'année dernière. En tout cas, sur les tentatives d'espionnage via hacking, on sait qu'il y a eu une augmentation des tentatives, d'accord, de l'ordre de 5 à 10% sur une zone pan-européenne. D'accord. Et du coup, Bernard, pour conclure, on parlait tout à l'heure un peu du communiqué des États-Unis là, suite à la réunion de l'OTAN, avec une position très forte et ferme, comme on la reconnaît bien de nos amis américains. L'Europe et peut-être la France ont une position un peu différente. Comment tu vois un peu ce chiasme qui est en train de se créer entre la vision américaine de ce qu'est une cyberattaque et de comment on doit y répondre, et comment l'Europe s'apprête ou présuppose qu'elle va y répondre? Alors d'abord, au niveau des États-Unis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu quand même 3 affaires majeures en quasiment un an de temps. Hein. Donc il y a eu l'affaire SolarWinds Orion, oui, qui était quand même une affaire majeure, hein, puisque des milliers d'organisations gouvernementales ont été touchées. Hein. Donc, on ne sait pas exactement les conséquences, mais des conséquences d'espionnage très fortes. Ensuite, il y a l'affaire Microsoft Exchange, qui pour moi est quand même une affaire dramatique, hein, quand on voit l'importance d'une entreprise comme Microsoft. Hein. Donc, c'était donc tout ce qui était on-premise, hein, c'était pas dans le cloud. Oui. Donc, on voit bien que le cloud est quand même hyper sécurisé. Mais on estime qu'une 10 000 entreprises américaines au moins ont été hackées, en sachant que là, on est dans de l'espionnage, hein, c'est-à-dire que c'est du vol des emails. Et puis après, il y a eu Continental Pipeline. Donc ces 3 affaires ont beaucoup crispé les Américains. En plus, ce qui est sûr, c'est que les auteurs sont des États, hein, c'est des opérations étatiques, hein, donc Russes, Chine et Russes. Et donc, il y a une réaction assez forte des Américains, qui ont créé déjà une structure, donc avec Anne Berger, que je connais, qui vient de la NSA, qui est rattachée directement à Biden, donc qui a défini la politique cyber. Donc on voit bien qu'en fait... Une organisation, au passage, qui a compris qu'il fallait rattacher la cyber tout en haut. Donc donc moi j'ai beaucoup milité pour ça, mais bon, on ne l'a pas fait en France. Mais clairement maintenant, on voit bien que dans certains grands États comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, il y a vraiment quelqu'un qui est au niveau plus haut de l'État, je dirais, est chargé de la mise en œuvre de cette politique. C'est une politique très offensive. Hein. Les Américains ont très clairement dit que maintenant, ils allaient répondre par du cyber à chaque attaque. Donc, c'est pas, je bombarde pas, hein, je réponds par une attaque cyber à une attaque cyber. Et donc, ils ont même dit que pour eux, ils considéraient que on était dans du terrorisme, quasiment du terrorisme. Après, au niveau européen, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, mais je pense qu'on est plutôt dans une vision un peu passée, hein, qui est une position plutôt défensive. On a un gros problème, c'est qu'on refuse d'attribuer clairement les choses. Hein. Donc la difficulté en cyber, c'est d'identifier l'attaquant. L'attaquant a 50 façons de se cacher, donc l'attribution en cyber est extrêmement difficile. Et donc, si on regarde en Europe, finalement, quels sont les grands acteurs, c'est la France, la Grande-Bretagne. Il y a les Pays-Bas, hein, qui sont très forts aussi. Oui. Voilà. Donc, mais maintenant, est-ce qu'on aurait une politique européenne? Actuellement, on ne l'a pas, clairement. Et je pense que moi, mon souci, c'est qu'on risque finalement de voir passer les missiles, les cybermissiles entre la Chine, la Russie et les États-Unis, et que nous, on ait fait une impasse et qu'on ait un vrai problème de sécurité pour le futur, en ayant fait vraiment une impasse sur ce sujet, en fait. Ouais, ce serait dommage, parce qu'on voit que d'autres États plus petits, parfois surprenants, comme la Corée du Nord, réussissent à se monter des cyberarmées qui sont plutôt efficaces également. La Corée du Nord, on peut estimer qu'il y a à peu près 5000 cybercombattants, donc qui sont des ingénieurs. Alors,
Après, il faut voir, hein, il y a tout un système étatique. Les types sont identifiés en troisième, quatrième, hein, dans l'équivalent de notre cours, de notre cycle éducatif. En troisième, quatrième, ils sont identifiés comme ayant un potentiel. Donc là, bon, on leur demande pas trop. Hein. C'est pas un pays d'une très grande liberté, donc ils ont obligation de s'engager dans certaines formations. Filières, donc ils arrivent finalement à des niveaux bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Et on leur dit clairement, maintenant, vous êtes cyber guerriers, quoi. Donc ils ont à peu près 4 à 5 000 experts. Et effectivement, quand on regarde récemment ce qui s'est passé, hein, ils ont été extrêmement présents donc, sur l'espionnage Covid. Hein, donc je discutais avec un certain nombre d'acteurs. Il y a eu des opérations d'espionnage, il y a eu des opérations d'entrave. Et on voit bien que la Corée du Nord, vraiment, s'en est mêlée très fortement. D'accord. Et du coup, pour conclure, messieurs, on a posé une question sur les réseaux sociaux qui était la suivante. Peut-on encore gagner la guerre de la cybersécurité? Le retour sur les réseaux sociaux a été à 70%, un petit peu plus, oui. Bernard, quel est ton point de vue? Peut-on encore gagner cette guerre? Quand on regarde l'histoire, hein, il n'y a jamais vraiment de vrais gagnants, de vrais perdants. Je pense que c'est une évolution de je dirais, de l'épée et du bouclier qui est permanente. Je pense que ce qui est important, c'est finalement de ne pas laisser au niveau des entreprises. Hein, il y a énormément d'entreprises qui disparaissent à cause de ça. Hein, il y a actuellement hein, les entreprises qui subissent des attaques. Et au niveau des États, c'est de ne pas perdre notre indépendance. Maintenant, gagner ou perdre, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, quoi. D'accord. En sachant que je ne pense pas que la cyber, si on regarde jusqu'à maintenant, n'ait eu un effet majeur, de destruction majeure. D'économie. Voilà, d'économie haute, comme on peut avoir dans une guerre classique. D'accord. Vincent, même question pour toi. Je suis du même avec Bernard. Je pense qu'il n'y a ni gagnant ni perdant affiché. Néanmoins, on est dans une recherche permanente d'avoir le moins de retard possible. Je pense aussi, et Bernard en a parlé aussi plusieurs fois, que la combinaison des forces permet de pouvoir être le plus anticipatif possible. Comme dit Bernard, on n'a pas vu d'effet de destruction de masse. Il y a certains chercheurs qui ont publié récemment des papiers visant à démontrer qu'une attaque majeure, par exemple sur le système financier, engendrerait des pertes considérables et un blocage du système financier mondial. Ça reste à confirmer, on ne l'a pas encore vu. Il faut juste le garder en tête et s'apprêter à réagir. Le pouvoir de réaction fait partie du bouclier de défense et il faut qu'on soit prêt à tous s'associer pour régler de l'avant, surtout quand on sait les gens qui sont derrière et qui poussent ces attaques auprès de nos organisations. Très bien. Donc si je comprends bien, votre conclusion, c'est que la cybersécurité, c'est un ensemble de batailles. Il faut être devant, il faut courir plus vite que les autres. Et donc j'imagine, il faut s'organiser et investir pour rester devant. Bernard Barbier, merci beaucoup, c'était un plaisir. Vincent Lorenz, merci beaucoup, c'était également un plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et pour tout le monde, je rappelle, en septembre, la prochaine édition du Sogeti Tech Show. Au revoir.